Jean, bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà, je suis super content d'être là avec toi, Merci. tout proche des studios Ferber. On est même juste à côté, puisqu'on est mitoyen Ouais, c'est finalement. la pièce la plus au fond de Ferber. C'est la plus au fond, voilà, c'est ça. On descend un petit peu, quelques marches, on traverse une porte et on arrive ici dans ta pièce. C'est ça. Donc ton studio, ton antre, Voilà. dans lequel tu fais énormément de choses. Oui, je suis installé ici depuis 2001. Ouais, Donc tu vois, j'étais avec ma 19e année. voilà, ouais. Tu commences à être bien connaître les lieux. Ouais. ouais. Donc toi, tu es ingénieur du son, tu es aussi réalisateur, tu Oui. fais un peu plein de choses, tu as travaillé avec plein de gens, dans plein de styles différents. On va essayer Absolument. d'en parler un petit peu. Alors comment ça a démarré? Explique-moi un petit peu comment toi tu es arrivé à ton niveau auquel tu es aujourd'hui. Bah voilà, ça fait 32 ans que j'exerce ce métier. Moi, j'ai dû participer à 200 albums à peu près. J'ai dû en réaliser, enregistrer, mixer pas loin de 130, je pense. Ouais. Et j'ai commencé ce métier par amour du son. J'ai ça depuis tout petit. Ouais. J'adore le son, je suis très sensible à la musique. J'ai été très mélomane, la musique m'a fait voyager énormément. Et pour la première fois de ma vie où je suis rentré dans un studio d'enregistrement, j'ai su que c'était l'endroit où je voulais être. Ouais. Donc, à partir de là, j'ai tout fait pour essayer de rentrer dans le milieu. C'était encore une époque où on pouvait être engagé comme stagiaire sans forcément sortir d'une école. Ouais. Donc c'est à peu près les derniers temps. Et je suis arrivé donc dans ce milieu du son à la fin de la période analogique. D'accord. Donc j'ai eu quand même toute cette formation pour manipuler la bande, couper dedans. Ancienne école, comme on dit. Voilà, savoir aligner un magnéto, tout ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir tout cet apprentissage-là et j'ai connu donc cette période où on est passé au digital, avec les magnétos digitaux d'abord, et ensuite au computer. Ouais. Donc j'étais très... je savais au fond de moi-même qu'il fallait que dans les années 90, que tu ailles de l'avant. j'aille de l'avant, je voyais que le digital allait exploser tout, donc il fallait que je sois à la page. Donc, tu sois à la page, ouais. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me retrouver sur un album comme Fantaisie militaire de Bashung, par exemple. Voilà, cette fameuse anecdote où tu as été un des, comme tu le disais, un des, pas dire le premier, mais en tout cas dans les premiers, on va dire, à maîtriser Pro Tools, ce fameux... oui, en tout cas, par exemple, Fantaisie militaire, la technologie n'était pas assez développée pour ce qu'on voulait faire. Donc il fallait que j'ai 2 systèmes en parallèle, en synchro, pour pouvoir bénéficier de 32 pistes, par exemple. Ouais. Chose qui était Donc assez il fallait compliquée. vraiment inventer un système capable de supporter le projet. Donc j'étais assez précurseur dans tout ça. Ouais. Et là, du coup, toi, tu étais déjà, comment dirais-je, prêt à travailler sur des systèmes direct to disc, justement Pro Tools, pour pas le reciter. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Arnaud Devos, qui avait fait le dernier habillage Canal+, tout l'habillage de la chaîne, qu'il avait fait depuis le début en fait. C'était en 94. Et eux utilisaient déjà Pro Tools. Ouais. On a tout fait sur Pro Tools en 1994. C'était vraiment le tout début. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à approcher le système qui m'a complètement séduit tout de suite par le... Ouais, c'était vraiment en prémisse, 94, Ouais, vraiment tout à au tout fait, début. Tout à fait. Il y avait des convertisseurs Apogee à l'époque, je me souviens. D'accord. Et non, c'était vraiment super, c'était du 12 bits. Ah ouais, excellent. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment au tout début, ça paraît dingue. C'est ça. Et après, tu n'as plus jamais lâché, tu es resté sur cette ère numérique. Oui, je me suis moi-même équipé d'un gros système en 1998. J'ai monté ma société et j'ai été de l'avant dans ma prestation avec ma propre entreprise et mon matériel que j'ai pu acquérir. Parce que j'ai vu différentes anecdotes à ton sujet où tu aimais, enfin en tout cas tu étais attaché au côté sensibilité de la musique et tu aimais pas forcément travailler dans des lieux faits pour ça, comme des studios, tu aimais être nomade, comme on dit, c'est-à-dire vraiment aller dans des lieux appropriés pour certaines musiques
Et tu as réalisé beaucoup d'albums justement en ce sens-là? Complètement dans des lieux complètement insolites, où techniquement on était très limité. Ouais. Par exemple, quand je me retrouve à Bamako, à enregistrer un groupe entier avec 8 musiciens, je dispose de 16 entrées avec 18 micros, dont 9 pas terribles. Ouais. Voilà, il faut savoir gérer, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc j'adorais ça, plusieurs fois aussi avec des groupes, notamment Girls in Hawaii, ils avaient loué des maisons. Donc on vidait les maisons de toutes leurs pièces et on montait le studio à l'intérieur. Donc on mettait 2-3 jours à monter le studio et voilà. Non, c'est très excitant de faire ça. C'est génial parce qu'en plus on a un son qui n'est pas commun, qui est vraiment personnel, qui a beaucoup de caractère, quoi. Et mais j'adore les beaux studios avec des bons micros aussi. Oui, tu restes attaché quand même à l'aspect technique, un minimum, oui, on va dire. Oui, tout à fait. Mais je sais, j'ai compris les clés de la situation extrême, quoi, où ça n'empêche pas de faire de la bonne musique, ça n'empêche pas de faire du bon son, même si on n'a qu'un 57 ou un RE20. Si on a déjà les deux, on peut faire des très bons disques avec ces deux micros-là. Oui, il faut après avoir, comme on disait tout à l'heure, les musiciens, la bonne musique, il faut la bonne ambiance. Bien sûr, évidemment, ça commence par là, évidemment. Il faut que on est bon autant que les musiciens qu'on enregistre sont bons. Donc si eux-mêmes déjà sonnent à la base, qu'ils ont une maîtrise de leur instrument, de leur art, c'est très simple de les enregistrer, d'avoir un bon son, un micro devant, un bon préampli, et puis on a l'impression d'être très bon ingénieur du son parce que le son est très bon. Mais en fait, c'est parce que le musicien est très bon à la base. Ça fait énormément de choses. Donc là, ici, on est dans ton studio. C'est ici que quel genre de projet tu fais ici? Tu fais du mix, j'imagine, non? Parce que tu n'es peut-être pas en configuration. Quand je suis arrivé ici, et ma première idée, c'était de finaliser mes projets, donc d'éditer, de pouvoir faire du re-recording sur les morceaux, genre des voix, des guitares, des choses comme ça, une fois qu'on a enregistré le gros dans une grosse pièce, et de mixer ici. Et le temps passant, je me suis aperçu que la pièce avait un très bon son. D'accord. Et que j'ai eu la chance de faire des émissions de télé live ici pour le Brésil. On a dû enregistrer 350 titres avec 5 musiciens live, avec 70 artistes. On a fait 5 saisons. D'accord, ah ouais. Et donc là, j'ai fait énormément d'enregistrements live dans ma pièce. C'était dans les années 2010. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait tous mes disques dans ma pièce. D'accord. Ouais. Donc c'est une pièce qui sonne super bien. C'est comme un petit club en fait. Il y a un son très ouaté. Alors ça marche pas pour tous les projets. Si je fais un groupe rock avec une pièce qui a de la résonance pour pouvoir avoir du claquant, c'est pas ici que je vais venir. Mais je peux faire énormément de choses ici. C'est intimiste, on sent que c'est... Oui, et souvent je suis moi-même impressionné parce que quand j'écoute le résultat et que je me dis que tout est enregistré dans cette pièce, ça correspond. Le son que j'entends ne correspond pas du tout à la pièce. Il y a un décalage total. Ouais. Et donc, je suis très sensible à la musique jouée ensemble, à la vibration, à l'interprétation donnée par les musiciens. J'aime bien quand, lorsqu'on fait des projets, les gens ne jouent pas les uns après les autres. J'aime bien quand il y a un minimum, une base. Tu peux faire vraiment le côté parce qu'il y a toujours une énergie qui est complètement, qui est impossible à trouver lorsqu'on enregistre les uns après les autres. Et j'ai remarqué que dans ton parcours, tu en parlais, tous les albums que tu as réalisés, il y a eu des styles très différents. Est-ce que c'est un critère de sélection, entre guillemets, quand tu accueilles des projets comme ça? Est-ce que tu es sensible au style ou Moi, je suis sensible à la musique. Donc, tant qu'il y a du fond, j'adore. Peu importe le style après. Peu importe le style, je me sens à l'aise vraiment dans tous les styles. Je comprends. Je comprends ce qui se passe très vite. Tu n'as pas une certaine affinité dans un certain style. Tu n'as pas de spécialité, finalement, j'ai envie de dire. Non, j'adore. C'est très nourrissant d'enregistrer de la musique d'autres cultures, de la mélanger après avec la culture à laquelle moi-même je suis habitué. Et ce métissage-là, pour moi, c'est l'avenir, parce que tout a été fait dans le rock, le jazz, très bien fait. Donc, pour moi, maintenant, pour aller de l'avant, c'est vraiment le mélange des cultures, le mélange des gammes, le mélange des vibrations, et c'est cette chose-là pour moi qui est pimentée maintenant, qui a de la saveur, quoi. Et comment ça se passe quand les gens te consultent comme ça? Est-ce que tu écoutes des choses avec eux, tu parles avec eux? Est-ce que pour choisir des projets, je pense au côté réalisateur que tu as, parce que c'est vrai que je vois dans ton CV, voilà, tu as travaillé avec Noir Désir, avec Pauline Croze, des artistes qui sont très différents. Tu viens de me citer une anecdote à Bamako, donc ça j'imagine que c'est à chaque fois des productions et des demandes différentes.
Comment tu les gères, ça, quand on te consulte moi, comme ça? c'est le côté humain qui est très important. Ouais, Déjà, j'écoute la musique, il ouais. faut que j'y sois un peu sensible. Et après, on se rencontre et puis ça passe ou ça passe pas. Voilà. Mais à partir du moment où c'est consistant, qu'il y a du fond et que les gens sont humains, peu importe le style, au contraire, c'est enrichissant de... Ouais, bah oui. Et après, sur le plan technique, tu fais tes choix en fonction de ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as des préférences là-dessus? Bon, tu me disais qu'effectivement, tu travaillais... Alors, tout ça, c'est évidemment en fonction du budget à la base, voilà. quel budget on a, qu'est-ce qu'il faut enregistrer, la formation. Et à partir de là, on définit l'endroit qui paraît le mieux approprié pour faire la chose. Après, s'il n'y a pas du tout de budget, on peut tout faire ici dans ma pièce, mais ça a des restrictions malgré tout. Oui, et là-dessus, est-ce que tu as un idéal, par exemple, si on te dit, tiens, voilà, allez, on fait un peu ce qu'on veut, bon, tu vas me dire que tu vas aller dans Ferber. Et puis... Oui, la pièce de Ferber est magnifique, voilà, fantastique, c'est incroyable. Après, c'est bien aussi parfois de sortir de son quotidien, puis d'aller s'expatrier un peu, c'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment ensemble pour une période, et là, on peut être très concentré. Et ça change un peu les choses parfois, et puis on n'a pas la préoccupation du quotidien, donc on peut se donner complètement presque 24 heures sur 24 au travail qui est en train de se faire, à la musique, au moment qu'on va passer ensemble et tout ça. Enfin, parfois, ça a du bon de s'expatrier un peu, Ouais, de pas forcément sortir un peu des fois de ces zones de confort, il peut se passer autre chose. Lorsque tu es en train de créer en studio, que tu es dans la musique, puis après tu rentres chez toi le soir, s'il faut s'occuper encore du quotidien, ça devient compliqué. Tu aimes bien les studios résidentiels, c'est là où justement, tiens, on en parlait tout à l'heure, un studio que tu affectionnes dans le sud de la France, Studio Vega, dans lequel tu vas souvent. Vega, là, on est carrément dans le mode résidentiel, donc ça c'est encore autre chose. C'est un super studio, on est très bien là-bas. Et là, on est dans notre bulle, et là, les projets, c'est vrai qu'il peut se passer. Exactement. Je me souviens de Manfred qui me racontait des anecdotes où à 2 h du matin, allez, on met en route les amplis et on y va. Ça, c'est comme ça que tu aimes faire ton métier finalement, j'ai l'impression. Au feeling, faut que ça reste humain, c'est la base. J'aime bien sentir qu'on a une liberté de faire les choses, que les choses peuvent être... que ce qu'on va enregistrer ou la chose à laquelle on va s'attaquer, il faut que l'humeur dans laquelle on est corresponde le mieux possible. Donc si on est dans une humeur très joyeuse, très machin, forcément on peut choisir un morceau très joyeux, très ouvert, qui demande beaucoup d'énergie parce qu'on en a. Et puis si on est un peu fatigué, on va plutôt adapter le moment à un autre style de morceau. Donc j'aime bien jouer avec le feeling du moment en fait. Donc ça résume un petit peu la partie production, prise de son. Et ici, tu disais, tu fais pas mal de mix. Comment ça se passe, toi, ta philosophie du mixage? Je sais que j'ai vu quelques interviews que tu as déjà réalisées où tu avais des petites touches bien à toi au niveau de certains traitements que tu peux utiliser. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Oui, pour moi, le mix commence presque au moment où je place mon micro. Je me fais une image dans ma tête. Déjà pas suffisamment, mais c'est vrai que de la chose. Je me dis, bon, voilà, ce morceau-là, il va nécessiter un traitement un peu spécial ou pas. Donc, soit je peux mettre des micros en plus de mon kit normal que tout le monde peut mettre sur une batterie. J'aime bien mettre des micros supplémentaires dans lesquels je peux envoyer dans de la distorsion, dans des amplis, dans un octave en dessous, 2 octaves en dessous. Voilà, pour donner du grain, du caractère. Et donc, déjà, on commence à colorer quelque chose qui va être mixé. Donc, on pense à ça directement. Dès le départ, c'est comme si finalement, je mets un micro, c'est comme si je mixais, je visualise mon résultat. Oui, voilà, il va me servir. Je vais chercher. A priori, il peut me servir à ça plus tard. Voilà, tout de suite, j'ai un ressenti. Et j'ai entendu le morceau, je le connais. Je sais que dans le pont, là, il va falloir changer d'ambiance. Et si à un moment donné, j'arrive à couper mes micros directs et me dire, tiens, je vais faire une ambiance un peu sale, un peu aquatique. À ce moment-là, j'y pense dès la prise de son, en fait. Parce que, voilà. Comme tu disais, tu peux utiliser des outils très différents, comme envoyer, par exemple, ta batterie dans un ampli guitare, réenregistrer ça, saturer. Voilà, exactement. Donc, alors, quand je suis dans un studio luxueux, évidemment, que je peux utiliser 20 micros sur la batterie, je ne me gêne pas, c'est génial. Alors, j'enregistre tout le temps, presque, parce qu'on n'a plus de temps maintenant, les budgets sont réduits, donc il faut aller vite. Donc, je me fais mon kit, j'enregistre. Et ensuite, t'expérimentes, et ensuite au mix, editing, là je vais aller fouiller dans mes micros, nettoyer tout ça et puis commencer vraiment à produire le son. Avec la matière. En fait,
à manipuler la matière que je me suis déjà au déjà départ, quoi. créée. Voilà, Voilà. ouais. Qui, Tu en as fait, déjà quand même une idée plus ou moins précise en te disant bah, tiens, je vais plus ou mettre ça là. moins, Voilà. pas forcément précise, mais un ressenti, quoi. Tu te donnes on va dire des clés, des pistes en tout cas à suivre Ouais, pour voilà. après, si jamais. Voilà, c'est ça. Et après, bon, voilà, si c'est un groupe qu'on ne connaît pas ou un artiste qu'on ne connaît pas, Ouais. et ben, on découvre à qui on a affaire au fur et à mesure qu'on fait l'album, Et ouais. les limites des personnes, leurs capacités. Donc il faut être laisser les choses très ouvertes. Il faut rester créatif. Complètement. C'est un petit peu ce qui fait ton style, entre guillemets. C'est que t'es très Combien de créatif. fois on est sur la production d'un morceau et il y a la personne qui est là et qui part sur une idée, tout le monde fait mais c'est super et hop, on fait un nouveau morceau. On laisse la chose en plan et on part sur une nouvelle idée parce qu'il y a une espèce d'énergie comme ça magique qui se passe qu'il faut exploiter, quoi. Parce que c'est être en studio et c'est quand même être à la recherche des moments magiques. Quand j'enregistrais Noir Désir, ils pouvaient faire 7-8 versions de la chanson où il n'y avait pas le truc, par exemple. Alors, ils le savaient quand il n'y avait pas le truc. Mais moi qui ne les connais pas en studio, je ne le sais pas. Donc au bout de 7-8, ils disent bon, on va faire une petite pause de 1 heure, mais ils faisaient vraiment une pause, ils s'allongeaient, machin, ils refaisaient. Et là, quand le truc arrivait, on faisait 2 prises, la magie était là, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que la différence avec ce que j'enregistrais juste avant et le moment où c'était vraiment en phase, mais on passait de 40% à 90% d'un coup, quoi. Et ce qu'on entendait, c'est pas possible, quoi. Ça dure pas longtemps, on attend 2 prises, et hop, c'est fini. Et voilà, le truc est là. Comment ça se passe justement? Tiens, tu me parles de Désir, donc cet album qui a eu un gros succès. Quand on est face à ce genre de projet comme ça, comment tu le gères? Bon, je sais que toi, tu as l'habitude, tu as l'expérience, mais est-ce qu'il y a une forme de pression, entre guillemets, ou forcément? Oh non, du tout. J'étais dégagé de toute pression. Lorsqu'on est arrivé, je me souviens très bien du premier soir, Bertrand m'a dit écoute, voilà, on sait souvent, on sait bien faire du rock and roll, on sait comment faire une chanson et tout ça. Et on voudrait sortir de ça maintenant. Et à chaque fois qu'on était en studio, on a été vers quelque chose qu'on a laissé tomber pour aller dans ce qu'on savait faire. Mais maintenant, on voudrait explorer cette chose-là. C'est vrai que là, ils sont sortis de leur code pour le coup. Voilà, c'est ça exactement. Donc, ça se traduisait par Sergio prenait le clavier, Bertrand la basse, ils changeaient eux-mêmes leurs habitudes. Et je me souviens le premier soir donc Bertrand m'a dit on aimerait être très créatif et marcher dans les choses qu'on n'est pas encore allé. Et le premier soir, il y avait juste l'album Kid A de Radiohead qui était sorti. Et on a écouté cet album-là juste avant d'attaquer les 3 semaines de prise. D'accord, ah ouais. Et ça met dans un état d'esprit, dans quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ça a été, et ça a déterminé la suite. Je dis pas Kid A a influencé, mais ça a servi à se dire tiens, fois, ça, on écoutait quelque chose qui est tellement hors norme et qui est super que ça ouvre des portes en fait. Oui, tu dis pourquoi pas nous? Voilà, on ça. chercherait pas. Ok, peut-être pas ça, mais un chemin. Non, mais, en tout cas, sortir de leur zone de confort pour le coup, le rock qui maîtrise, et puis dire tiens, on va faire. Et donc c'était évidemment une période et puis un groupe qui permettait d'avoir beaucoup de temps de studio, donc on pouvait se faire des résidences de 3 semaines de studio, faire 2 mois de break, refaire 3 semaines, et pour faire 8 morceaux, quoi. Et toi là-dessus, tu gères sur le plan technique, le groupe joue ensemble. Oui, voilà, au bout d'un moment, je deviens un des membres du groupe. Voilà, tu fais partie du groupe et tu es avec eux. Tout à fait. Je suis l'oreille, celui qui va dire tiens, ça commence à être vraiment bien là, et hop, je mets de l'énergie. Et voilà, et puis aussi être créatif avec eux et parfois apporter des clés aux choses, voilà. D'accord. Et Noir Désir qui t'a ouvert d'autres portes après dans ta carrière. Bon, il y en a eu d'autres avant. Oui, bien sûr, mais après c'est vrai que dès qu'on fait un succès comme ça, commercial, tellement grand que forcément ça rayonne beaucoup, quoi. C'est évident. Et après, voilà, finalement ton travail reste le même si on travaille pour des gens comme ça. Exactement, mais en fait, comment dire, un jour j'étais ingénieur du son et puis on m'a demandé de réaliser l'album de Zebda. D'accord. Et c'était par Manu Chao, parce que j'avais mixé quelques titres sur le dernier Mano Negra. Et Manu m'avait recommandé au Zebda. Et eux, ils viennent me voir en me disant voilà, on voudrait que tu co-réalises avec nous l'album. Et moi, j'étais ingénieur du son avant. Et donc je me dis bon, qu'est-ce qui va faire que je vais justifier mon rôle de réalisateur? Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que j'étais déjà un réalisateur, parce que déjà, tu peux
Et oui. dire quand c'est bien, quand c'est pas bien. C'est moi qui mixe, donc j'apporte une couleur. Donc je suis très créatif, mais pour moi, ça faisait partie du rôle d'ingénieur. Et oui. Je me rendais pas compte que déjà, j'étais en train de faire de la réalisation, quoi. C'est qu'on a tendance à mélanger les deux termes. Être ingénieur du son, on supervise la technique très bien, et puis la réalisation, on met un vrai pas, un vrai plus sur la créativité, sur l'artistique, sur tout ça. J'ai continué à faire ce que je faisais d'habitude. Et après, j'ai compris qu'en fait, c'était super bien parce qu'on a la décision finale, quoi. Et oui, ça ouvre vachement plus. Voilà, et ouais. exactement. Et ouais. Là, donc du coup, on a une liberté. Et ouais. On n'est plus, il n'y a plus quelqu'un qui dit il faut que ce soit comme ci ou comme ça, on fait ci, on fait ça. C'est, on est égal à égal, quoi. C'est que moi, c'est souvent quelque chose que je constate quand je parle avec d'autres réalisateurs en se disant bah tiens, on devient réalisateur malgré soi, j'ai envie de dire naturellement, en se disant voilà, on prend des initiatives sur un projet, puis d'un coup, tiens, on a créé quelque chose. Voilà. Et on vient nous chercher après. Alors voilà, après, qu'est-ce qui fait que j'ai les clés, que je suis capable de devenir réalisateur? C'est qu'à un moment donné, j'arrive dans un gros studio dans les années 89, 90, 91, Artistic Palace, où il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui passent, et moi je suis assistant des studios. Donc je travaille avec beaucoup de personnes différentes. Je me souviens à l'époque de Claude Grillis, Hervé Lecause, il y en a plein qui m'échappent, Ken Ploquin. Et alors tous ces gens-là, parfois je les voyais qu'une semaine, c'était quelqu'un qui vient de New York. Ils avaient tous une façon de travailler qui était très à eux, et moi je voyais tout ça. Donc chez lui, tu vas dire ah mais c'est super ça, donc tu vas lui prendre le truc. Ah oui, d'accord. Et donc tu te nourris comme ça au fur et à mesure. Bah oui, parce que il faut. C'est comme ça qu'on se forge. C'est comme ça qu'on se forge, c'est comme ça qu'on apprend. Et à l'époque, il n'y avait pas de plugin, quoi. C'était tout était en éléments séparés. Les effets étaient des gros murs d'effets partout. Voilà, c'est ça. Et ouais. Forcément, c'est. Et donc, je me souviens très bien, une fois Ken Ploquin m'a montré un truc. Il m'a montré comment, tout simplement, comment triguer une nappe avec un clic ou des choses comme ça, comment rendre séquentiel. Non, mais c'est une révélation quand on te montre ça et que tu sais pas, tu dis ah mais oui, c'est super, je comprends. Et d'un seul coup, tu entends des sons que tu as entendus dans les disques et tu dis ah mais c'est comme ça qu'on fait ça, d'accord. Et là, après, on avance. Voilà, c'est ça. On apprend d'autres trucs. Et pareil, un jour, je me souviens, comme j'écoutais énormément de musique, j'ai tous ces sons-là en tête, de Bowie, Pink Floyd, les Beatles, les Stones, Marley, et puis après une période hard rock, bref. Et j'entends. Et c'était pendant l'album Fantasy Militaire, je pense, et c'était. J'ai oublié son, peu importe. Et il met il envoie le piano avec un micro à 57 dans une cabine Leslie. D'accord, ah ouais. Et là, j'entends en fait le son qu'il y a dans David Bowie, dans Ashes to Ashes. Ah ouais, d'accord. Et là, tu dis, ah, mais c'est comme ça qu'ils ont comme ça qu'on fait ce son-là. Donc, voilà, c'est un apprentissage génial, quoi. Mais pour ça aussi, il faut avoir écouté beaucoup de musique avant, être nourri de plein de choses, avoir La culture est importante, c'est ça. Il faut écouter, il faut essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, et puis il y a des disques qui font vraiment un effet, qui ont vraiment un son incroyable. C'est vraiment magique. C'est divin, quoi. Ça fait un effet incroyable. Donc voilà, après moi j'étais à la recherche de reproduire ce qui me faisait de l'effet quand j'adorais écouter la musique dans mon adolescence et tout ça. Donc au fur et à mesure, maintenant ça fait 32 ans que je fais ça. Et je suis content parce que c'est une période où j'arrive à avoir les clés de beaucoup de choses techniquement. Et c'est très agréable de travailler. Parce qu'on a une idée en tête et on sait comment techniquement aller la faire. C'est souvent ce qui coince pour les jeunes qui démarrent en se disant tiens, mais comment ils ont pu faire pour faire ça et quelle est la solution? Mais c'est un long apprentissage. De toute façon, il faut travailler. Au début, on va faire un mix de bien sur 10, et puis ça va être 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, mais ça prend des mois. Ça prend des mois. Oui. Et oui, ça se fait pas comme ça. Au début, on cherche, on tâtonne, on est là, on se dit tiens, là c'est bien, là c'est pas bien, et surtout ça peut changer du jour au lendemain, à se dire voilà, là c'était pas mon jour, on refait. Faut comprendre toutes les clés, tous les processus, tout. Il faut se cultiver, à la fois musicalement et aussi techniquement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les studios c'est un petit peu compliqué à y accéder, mais c'est comme ça, comme tu le disais, quand tu parlais du studio dans lequel tu étais, où voilà, on voit des gens travailler, on apprend, on comprend certaines choses. Exactement. Une fois, je me souviens, il y avait Lenny Kravitz qui était venu au studio. Mais la maison de disques s'était trompée en fait. Lenny Kravitz voulait auditionner un batteur, il voulait un studio de répète, et eux ils avaient pris un studio d'enregistrement. Ah d'accord, ok.
Donc on savait que c'était une batterie et des instruments, donc j'avais sonorisé toute la batterie. Et Lenny Kravitz arrive et il dit ouais, non mais c'est pas un studio d'enregistrement que vous voulez, c'est un studio de répète. Et il était avec son clavier, qui était aussi ingénieur du son et qui produisait ses disques à l'époque. D'accord. Ouais. Et lui, par contre, il a dit non mais c'est pas grave, on va faire le truc quand même. Et il s'est mis derrière la console, il s'est mis à faire le son de la batterie. Ah, excellent. Et moi, ça faisait, c'était Artistic Palace, Studio B, une pièce morte, vraiment tout entouré de moquettes, il n'y avait pas très d'enregistrement. Et lui, il met il me demande de mettre un 67 en omni au-dessus de la tête du batteur, comme ça. Et il me demande de mettre un compresseur uré dessus. Et je le vois plonger sur l'équaliseur, couper tous les aigus. C'était la table Trident. Et prendre le compresseur et vraiment le faire travailler en pompant comme ça. Et d'un seul coup, j'ai entendu un son que j'entendais chez les Beatles. Ah putain, ouais, et je me suis dit, oh non, c'est pas possible. J'étais hyper. Le mec venait de me débloquer. Quelque chose d'incroyable, quoi. C'est ça qui est, quand tu dis ça. Alors je regarde, et le gars avait coupé tous les aigus, tous les médiums aigus, il avait compressé à fond et hop, après à peine tu remontes un peu les aigus, tu vas chercher ce que tu as envie d'entendre. Alors voilà, une petite séance comme ça qui est basée sur une erreur, ça m'a ouvert plein de portes, plein de portes. C'est ça qui est incroyable quand tu assistes déjà à des sons, des fois, voilà, tu viens de le dire, tu trouves réponse à tes questions, tu dis putain le mec, un son que tu as entendu 20 fois sur tes disques, mais comment ils ont fait ça? Puis tu as un mec qui arrive, qui va casser tous tes codes, tous tes a priori, il va tourner les boutons, il se dit ah putain. Ouais, il va vraiment servir devant la machine de façon avec caractère et drastiquement. S'il y avait une façon de faire, et ben, on le saurait et non. Il y en a des milliers, comme je dis, c'est ça. Tout à fait. Y a pas de... Tout à fait. Donc, ce qui est important quand tu es réalisateur et que tu fais du son, c'est que l'enregistrement que tu enregistres là, c'est d'avoir une idée, un ressenti, comment tu vas le placer avant ta prise de son dans le mix, a priori. Et faire en sorte de donner du caractère à ta prise de son qui fait que ça va aller vers ce que tu ressens. Donc, si tu veux un truc sourd, il faut trouver un moyen pour. Voilà, tu prends une grosse caisse, tu mets ton micro dedans, tu le mets à côté, voilà, déjà ça va être assourdi par exemple, tu vois. Faut imaginer. Faut avoir le résultat plus ou moins précis en tête. Tu prends pas trop de risques, tu mets les micros qui vont bien devant et tout ça, mais en plus, tu teintes le son de façon à ce que la façon dont tu penses qu'il sera bien dans le mix ou dans l'arrangement que tu es en train de faire. C'est de la cuisine, un petit peu. C'est ça, tu mélanges un peu les saveurs, les trucs, les micros, les petites touches, et puis voilà quoi. C'est dans vraiment cette approche-là. C'est vrai. Moi j'adore. Déjà quand on écoute tes disques, j'adore la saleté. J'adore. Ouais, mais ça me dérange pas d'enregistrer avec du bruit de fond, des machins, des trucs. Je sais que il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai entendu des anecdotes justement. Je crois que c'est justement Manfred qui me racontait ça, où tu mettais des micros vraiment de partout pour ainsi dire, et puis tu dis tiens, on verra ce que ça va donner. Alors on enregistre. Alors c'est pas ça. C'est que souvent, comme je suis ingénieur du son plus réalisateur, il faut que j'ai pas de problème à un moment donné d'aller brancher un micro, je sais pas quoi. Donc le setup est super important. Il faut que je branche mes 20 ou 30 micros, tout arrive, tout est plugué, et comme ça je vais très vite après à choisir un micro. Et donc Manfred, évidemment, il arrive, il a l'impression qu'il y a 30 micros. Comme ça, mais j'ai souvenir de ça, et non mais où il me disait c'était juste délirant parce que ça faisait un truc incroyable et c'est vrai que tu choisissais comme ça dès la prise. Voilà, j'ai fait ça, et comme tu disais, voilà, tu mélanges les saveurs, voilà, en disant bah, tiens ça fait ça, ça fait ça. Et je me souviens une fois, j'ai enregistré un projet qui était important pour moi parce que c'était l'époque où j'avais rencontré un groupe qui s'appelle les Valentins, qui m'ont pris après beaucoup comme ingénieur du son et pour leur album et pour les albums de Dao, bref. Et ils faisaient l'album du chanteur d'Indochine, Nicolas Sirkis, mais qui faisait un album de reprise. Et il y avait le batteur de Lloyd Connors de Commotion qui venait, le bassiste de Madness. Donc j'avais ces musiciens-là et c'était génial, quoi. Et donc j'avais tellement bien préparé ma session qu'on était Artistic Palace. Imagine là-bas, on avait par exemple 7,87 et opéré ce machin. Donc j'avais pris en amont chaque 87. J'avais testé. J'avais vu ceux qui étaient bright, ceux qui avaient reçu un peu, ceux qui étaient sourds, ceux qui étaient un peu machin. Et donc je les avais numérotés et machin. Et repérés en fonction de leur capacité son, ou leur son. Et à un moment donné, je me souviens, il fallait qu'ils soient un peu sourds. Donc j'ai plutôt pris le 87 qui était moins aigu. Voilà. Alors que c'est le même micro. Alors que c'est le même. Voilà, exactement. Alors si tu fais. Voilà. Alors des fois tu vas dire tiens, le son n'était pas terrible. Bah oui, parce que c'était pas le bon. Et ça paraît dingue, c'est pour ça. Donc savoir maîtriser toutes ces petites choses. Ces petites subtilités. Il faut prendre le temps de connaître son matériel, d'écouter, de tester, de faire des expériences. Comme je dis souvent, on apprend tous les jours et il faut prendre des risques. Il faut se dire tiens, aujourd'hui je vais essayer ça, voir ce qui se passe. Non, ce qui est bon, c'est toujours tu t'enrichis un peu plus. Dans ce métier, on est des artistes finalement. Il faut qu'on reste artistes. On fait de la musique. Avant tout. On met des micros, mais on joue avec des musiciens, on est avec des musiciens. Absolument. Donc voilà. L'avenir, c'est quoi pour toi, Jean, alors?
Là, tu es là, je pense que tu es bien installé, il n'y a pas de raison que tu changes. Les projets, tout ça, est-ce que des envies peut-être, j'en sais rien, pour la suite? Bah moi, tu sais, ça dure. J'ai fait un groupe qui s'appelle Rivière Noire, dans lequel je joue la basse. On a gagné la victoire de la musique en 2015 avec. D'accord, ben voilà. Et donc là, je suis en train de préparer le 2e album de ça. Et je t'avoue que cet album m'a permis de prendre la basse. Ouais. Ça m'a décomplexé, je joue beaucoup plus dans les projets. Je suis beaucoup D'accord. plus musicien, en plus d'être réalisateur maintenant. Ouais. Et ce projet-là me permet aussi de sortir du studio, d'aller... De faire un peu autre chose. de partir jouer au Brésil, de partir jouer en ouais. Suisse, de faire une quarantaine de dates et faire de la scène et avoir vécu cette expérience de créer des morceaux et qu'ils arrivent à sortir, à être exposés au public et qu'on aille ensuite les jouer devant 6000 personnes. Pour moi, c'est juste incroyable. Donc je suis très très excité par ça. Ouais. Donc là, je suis en train de finir le 2e album de Rivière Noire. Voilà. Il faudra écouter ça alors. Ouais, tout à fait. Et j'adore aussi en ce moment un projet que j'étais faire à Madagascar avec un groupe qui s'appelle Christelle. Ouais. C'est un trio avec une fille qui a 23 ans, qui joue la basse. C'est incroyable, j'adore. C'est mes chouchous, ouais, vraiment. D'accord. Ouais, j'espère qu'on va retravailler ensemble cette année pour leur 2e album. Voilà, dans les projets qui me tiennent à cœur, par exemple. Proche de la musique, quoi qu'il arrive. Ah ouais, il faut toujours. que tu sois proche de la musique, que tu sois devant ou derrière, comme tu disais. Il faut que... Non, et puis j'adore les rencontres, j'adore les contacts, j'adore partager, j'adore enregistrer, j'adore mon métier, vraiment. Bon, bah écoute, faut que tu es heureux. Tout va très bien. C'est ça. Bah écoute, Jean, merci. Je pense que avec plaisir, Nicolas. On a fait une petite synthèse de ton parcours. Il y aurait tellement de choses oui, encore à dire. Oui. C'est difficile je pourrais de faire un toute la petit nuit, résumé. Ben ouais, on pourrait rester là des heures et des heures. Moi, je conseille vivement d'aller écouter des réalisations que tu as faites. Bon, ton CV est incroyable. On a cité quelques artistes, mais tu en as fait des dizaines et des dizaines. Tu disais le chiffre, je ne sais plus d'une centaine. Oui, j'ai travaillé beaucoup de monde. C'est une bonne manière, tu parles de culture, c'est une bonne manière d'écouter ta façon de travailler pour les jeunes qui démarrent. Peut-être s'inspirer, qui sait, aller de l'avant. Merci pour ton accueil, pour ton temps. Avec je plaisir, sais qu'il est Nicolas. précieux, c'est pas évident. Et je te dis à bientôt, bonne continuation ici à Fimbert. Merci beaucoup. Voilà. Bonne Merci à toi. continuation. Merci.